Bonsoir à tous, Sandrine Monflag est très heureuse de vous recevoir ce soir et d'accueillir Mickaël Yankou pour cette rencontre autour des Juifs d'Occitanie. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Karine. Alors Mickaël, le judaïsme a profondément marqué le midi de la France, de son empreinte. Donc une présence juive, bien évidemment, est attestée depuis des années, qui a aussi eu tendance à être, on va dire, un petit peu gommée par le temps. Ce soir, eh bien, nous allons vous proposer un voyage dans le temps à la découverte de ces Juifs. Nous allons comprendre que la présence du passé se fait ressentir dans chaque endroit ou moment que vous allez nous décrire, Mickaël. Alors, je tiens avant tout à préciser qu'un hors-série dans Midi Libre a été réalisé. Vous en êtes d'ailleurs le directeur scientifique, sous l'impulsion de Roger Torgman, qui est le vice-président du consistoire de Montpellier. Alors, cette histoire des Juifs d'Occitanie, elle résonne de l'époque médiévale à l'époque contemporaine, entre périodes fastes, difficiles aussi, pour la communauté juive. Nous pouvons parler de destinées de villes telles que, et là vous allez m'arrêter après si je me trompe, Montpellier, Béziers, Narbonne, Carcassonne, Perpignan, entre autres. Et Mickaël Yankou, je le disais, vous êtes le directeur de l'Institut de Maïmonide, vous êtes aussi docteur en histoire. C'est un institut qui a été marqué par l'empreinte de l'ancien grand rabbin de France, René Samuel Sirat, qui vient de nous quitter, personnage brillant dans le partage, dans le rapprochement des peuples. Alors si vous le permettez, avant d'aller dans le vif du sujet et de parler eh bien, de ces fameux Juifs d'Occitanie, parlez-nous de la création de cet institut Maïmonide à Montpellier et la part importante qu'a pris, entre autres, le rabbin Sirat. Eh bien, en 1999, j'avais la responsabilité de la table ronde de la Journée de Jérusalem, qui est un grand rassemblement sioniste à Montpellier, qui aussi se penche effectivement sur les liens entre l'Israël de la diaspora, entre la terre d'Israël et l'Israël diasporique. Et effectivement, la thématique était la suivante: Jérusalem terrestre, Jérusalem céleste. Bon, je vais inviter une série de conférenciers. J'avais invité Victor Malka, Yigal Palmor de l'ambassade d'Israël, l'écrivaine locale Marie Vidal et le grand rabbin Sirat, qui a été grand rabbin de France, qui était une personnalité du monde intellectuel, académique, universitaire et évidemment rabbinique. Et le débat se passe et au moment de l'une de ses interventions, il affirme la chose suivante: quand on songe à l'histoire glorieuse du judaïsme occitan à travers les âges, et notamment pour la période médiévale, on va y revenir abondamment ce soir, il faudrait qu'il y ait un institut d'études juives qui pérennise cette longue présence, cette longue histoire, cette longue mémoire. Parce que l'histoire des Juifs d'Occitanie est liée à la transmission du savoir entre l'Ibérie musulmane et la chrétienté féodale. À peine était-il descendu à la fin du débat de la tribune que Georges Frêche, député maire de Montpellier, grand ami des Juifs et surtout d'Israël, le prend au mot et lui dit montez quelque chose et je vous finance. C'est ainsi qu'est né finalement cet institut Maïmonide, de l'idée de René Samuel Sirat, reprise par Georges Frêche. Donc ce sont eux qui, en leur qualité d'universitaire, pas en tant que grand rabbin de France et député maire, mais en leur qualité d'universitaire, puisque René Samuel Sirat a été longtemps professeur à l'INALCO, l'anglo de l'INALCO, et Georges Frêche était aussi professeur de droit et de droit romain. En leur qualité d'universitaire, ils ont créé ce petit institut d'études juives qui avait de grandes ambitions, qui a toujours de grandes ambitions: l'histoire et la civilisation du judaïsme et d'Israël, la déclinaison du dialogue interreligieux, parce que, certes, c'est dans l'air du temps, mais René Samuel Sirat, au lendemain de la Shoah et de Vatican II, a souhaité s'investir personnellement, donc ça lui tenait à cœur. Par tout ce qu'il a entrepris, c'était au nom du dialogue interreligieux, multiconfessionnel, entre les différentes composantes de la fraternité abrahamique, et la valorisation du patrimoine montpelliérain et occitan hébraïque médiéval, car nous avons à Montpellier l'un des plus anciens et mieux restaurés, retrouvés puis restaurés, mikvaot européens. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël, pour toutes ces précisions. Alors, on va rentrer maintenant, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet avec ces fameux Juifs d'Occitanie. Alors, je vais vous poser peut-être une question naïve, bébête. Quand on parle des Juifs d'Occitanie, ça commence où et ça s'arrête où? Alors, effectivement, on a appelé cela avec Roger Torgman et Midi Libre les Juifs d'Occitanie, parce que le Languedoc-Roussillon s'est uni effectivement avec Midi-Pyrénées dans la recomposition des régions en France.
Donc on a traité aussi de Toulouse, la région de Toulouse, et l'histoire toulousaine est lacrymale, tant pour la période médiévale que contemporaine, que ce soit la Shoah ou la Fermera, et pour l'époque médiévale aussi. Hein, il valait mieux être juif sur les bords de la Méditerranée qu'en Haute-Garonne. Mais nous nous sommes surtout estimés à offrir un panorama le plus exhaustif possible des judaïcités du Languedoc-Roussillon, essentiellement. C'est ce petit arc méditerranéen, en gros, qui va de Perpignan à Nîmes. La frontière entre Languedoc-Provence, c'est toujours le Rhône. Donc on a mis en lumière, d'abord, les judaïcités si brillamment décrites par le voyageur itinérant Binyamin de Tudela, quand il consigne dans son Sefer Massaot, dans son carnet de route, carnet de voyage au début du XIIe siècle, en 1140, les judaïcités traversées. Il entendait brosser un panorama le plus exhaustif possible des communautés juives en Euroméditerranée, et il a posé ses valises à Lunel, à Montpellier, à Narbonne, à Béziers, et il a décrit ces communautés juives, ces collectivités hébraïques, ces judaïcités, en offrant effectivement leur quotidien. Et on lui doit avec une relative précision une description intéressante des communautés juives de Provence-Languedoc. Il a décrit aussi les communautés provençales, celles de Marseille, etc. Donc voilà, c'est l'Occitanie juive, l'Occitania hébraïca, méconnue du grand public, qui était offerte, mais quand même un éclairage plus prononcé sur l'ex-Languedoc-Roussillon. Justement, c'est une histoire que l'on va conter ce soir qui est très riche avec des moments, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, des moments fastes, des moments très violents avec les expulsions, quand les Juifs ont été expulsés du Royaume de France, qui est passionnante et pourtant, elle est méconnue. Pourquoi elle est méconnue? Vous savez, pour s'intéresser à l'histoire, oui. L'histoire juive, oui. L'histoire juive médiévale, il faut être généralement être soit un féru d'histoire, soit un universitaire, un chercheur, un scientifique. Ou alors, pour ce qui est d'histoire juive médiévale, un chacham, un rabbin, un docteur de la loi, parce que l'on sait ce qui s'est passé pour la période médiévale avec Maïmonide, ou un peu plus haut dans le temps avec Rachi, ou pour ce qui est de notre Occitania judaïca, effectivement, ce qui s'est tramé dans les ruelles de la cité de Vauvert ou de Lunel, puisqu'il y a eu, par exemple, dans la ville de la Lune, Yaréar, la traduction, l'année même de la mort de Maïmonide, n'est-ce pas, en 1204, de son opus magnum, son Moré Nevochim en hébreu, Dalat al-Haïlin en arabe, Guide des perplexes, Guide des égarés, qui entendait concilier l'inconciliable pour l'époque, les raisons du cœur et l'intelligence. Donc, bon, pour s'intéresser à tout ça, il faut être donc soit un chacham, un sage du judaïsme, un rabbin, un scientifique, ou alors un américain, parce que les Américains adorent l'histoire de Séfarad, de Provincia, Provence-Languedoc, de Tsarfat, la France du Nord, ou d'Ashkénaz, parce que c'est lié souvent au Talmud, à la Kabbale. Mais le grand public français n'en savait que très peu de choses, et notamment la communauté juive. Et pourtant, cette histoire des Juifs d'Occitanie est, en toute objectivité, ou même avec subjectivité, fort belle, parce qu'elle est associée à la transmission du savoir, je l'ai dit tout à l'heure, des cénacles de savants hébraïsants, arabisants, latinisants ont mis à profit des collectivités locales, chrétiennes et juives, de leur potentialité. Ils ont été des vecteurs, des passeurs de culture entre l'Ibérie musulmane et la chrétienté féodale, par le jeu des exils et des expulsions. Mais on a eu une vague d'immigration importante des Juifs d'Espagne avant 1492, l'expulsion, au début du XIIe. Au début du XIIe, dans les années 1140-1160, les Juifs sont persécutés par les Almohades. Alors, on a tous en mémoire la période faste d'Al-Andalus, un peu fantasmée, où les chrétiens et les juifs étaient quand même sur une seconde zone, sous domination arabo-musulmane, mais somme toute, il y a eu quand même des rencontres entre intellectuels, entre scientifiques, entre gens de culture, gens d'esprit, avec deux génies de la pensée qui ont émergé. Pour le monde juif, Maïmonide, pour le monde arabo-musulman, Averroès. Deux conciliateurs de l'inconcilieux à la foi et la raison, tort d'avoir raison trop tôt, tensés par leurs coreligionnaires, moqués par leurs compatriotes et coreligionnaires, mais finalement qui n'avaient qu'un seul tort,
vouloir faire pénétrer dans la Torah mosaïque ou dans les préceptes mahométans la Sophia grecque. D'accord. Tort d'avoir raison trop tôt. Mais l'histoire a retenu Maïmonide et Averroès, mais non pas ceux qui les ont poussés à la vindicte populaire. Et donc, cette effervescence intellectuelle qu'il y a eu entre les différentes branches du trident abrahamique, voilà, avec l'arrivée des Almohades, qui succèdent aux Almoravides, qui étaient quand même, nous dirions aujourd'hui, tolérants. Les Almohades prennent un islam fondamentaliste, la lettre sans l'esprit. Eh bien, les Juifs doivent embrasser la foi mahométane, s'exiler ou mourir. Et donc, la plupart prennent le chemin de l'exil. La famille Maïmonide, par exemple, va un temps à Fès, puis à Foussa, le Vieux-Caire, quand d'autres membres de cette internationale andalouse prend le chemin de l'Occident, Languedoc-Provence, comme les Thibonides, qui s'installent entre Marseille, Lunel et Montpellier, ou les Kimbri à Narbonne. Et ce sont des gens très intellectualisés, comme si aujourd'hui on avait une grande diaspora des Juifs français ou américains. Ils arrivent dans de nouvelles contrées et ils sont très intellectualisés. Et ils mettent à profit les collectivités provençales et surtout languedociennes, assez judéo-centrées, hors de la Bible, du Talmud et de la Kabbale, point de salut. Et ils sont curieux de ces Juifs intellectualisés, des Juifs pieux aussi, mais qui ont des connaissances qu'eux n'ont pas. Et donc c'est cette interaction, c'est cette rencontre entre les Juifs andalous et les Juifs languedociens, entre les Juifs andalous et les intellectuels chrétiens, surtout à Montpellier, qui va faire des étincelles. Donc on est au Moyen-Âge, j'imagine. Oui, c'est la période en gros. C'est une période faste. Alors expliquez-nous bien comment. On est en Occitanie, on est au Moyen-Âge, on est donc dans une période faste, donc finalement la communauté juive en Occitanie vit bien cette époque. Oui, alors avec nos yeux d'aujourd'hui, effectivement. La période de la présence juive en Occitanie, c'est environ de l'époque gallo-romaine à l'expulsion des monarques français. Le Languedoc est français, ce qui n'est pas le cas de la Provence, qui va être rattachée plus tardivement. Au royaume de France, c'est ça. Et encore moins du Comtat-Venessin, qui est une enclave pontificale, aujourd'hui c'est la Provence, mais qui est une enclave pontificale indépendante du royaume de France, qui est rattachée à la Révolution, les vues du pape. Vous connaissez sûrement cette belle histoire. Mais pour les Juifs languedociens, soit ils sont là depuis l'époque gallo-romaine. Alors comment sont-ils arrivés ? Avec les Romains, dans leur valise. Ils ont colonisé la terre d'Israël. Ils ont amené en Euroméditerranée deux nouveaux courants qui remplacent le judaïsme du Temple, le judaïsme synagogal et les Juifs de Jésus, qui lentement mais sûrement deviennent le christianisme. Et effectivement, c'est le premier arrivage des Juifs en Occitanie, aussi en Provence, mais nous on s'attache à l'Occitanie. Et un deuxième arrivage, c'est les Juifs d'Andalousie au début du XIIe siècle. Et ce judaïsme-là va essaimer donc de l'époque gallo-romaine pour certaines communes, de l'époque médiévale, donc plus tardive pour Montpellier par exemple, jusqu'au XIVe siècle, où là, la France expulse tôt ces Juifs. Un siècle après l'Angleterre, presque 2 siècles avant les Juifs d'Espagne. En 1306, d'abord, Philippe le Bel expulse les Juifs de son royaume. Et 1315, il les rappelle. 1322, ils seront réexpulsés. 1360, rappelés. 1394, une dernière fois, expulsés par Charles VI. C'est un moyen aussi de faire rentrer des sous dans les caisses de l'État, en expulsant les Juifs, en les rappelant. Et aussi pour des motifs religieux, je n'ai pas à vous faire un dessin. Puisque l'Église pense qu'elle est le vrai Israël, le Vérus Israël, le vrai peuple juif. Les Juifs, n'ayant point reconnu la messianité de Jésus, persistant dans l'erreur, ont perdu leur terre originelle, l'Israël antique, et errent par les nations. Donc tout ce judaïsme occitan, c'est environ de l'Antiquité au XIVe siècle, ou pour certaines cités comme Montpellier, qui n'est qu'à la fin du Xe siècle, du haut Moyen-Âge au bas Moyen-Âge. Est-ce qu'on peut considérer qu'à cette époque, de cette période faste, etc., les Juifs avaient des signes distinctifs ou pas ? Et oui, on le doit, ce signe distinctif, on ne le doit pas à Hitler, comme vous le savez, on ne le doit pas non plus à Saint-Louis et au Concile de Latran. Oui, on pense souvent à ça. Absolument. Mais il faut remonter plus haut dans le temps, avec le pacte d'Omar, je crois que c'est le 8e siècle, qui décide en terre d'islam de marquer dans le vêtement, par un signe distinctif, les noms mahométans, les chrétiens, les juifs et les zoroastriens. Et donc, effectivement, ça vient de là. Et donc, Hitler n'a rien inventé, on pense à la rouelle médiévale, mais même la rouelle médiévale, il faut remonter plus haut dans le temps. Alors, c'est une pièce d'étoffe ronde, censée rappeler les deniers de Judas le Traître, qui est rouge et blanche ou jaune, suivant les contrées. Et le chapeau pointu aussi.
pour percevoir les juifs dans la rue et peut-être changer de trottoir. Et puis, plus tard, il y aura des concentrations de juifs dans des quartiers clos. Alors que dans le Languedoc, jusqu'au XIVe siècle, c'est des quartiers ouverts. C'est des quartiers juifs, donc les juifs sont quand même leurs quartiers sont bien définis, mais c'est pas, on ne peut pas employer le terme de ghetto. Par anachronisme, le terme apparaît au XVIe en Italie, qui vient de l'italien ghetto, gettare, fonderie. On ne peut pas employer le terme de ghetto aussi parce que c'est un terme impropre. Des quartiers ouverts à l'habitat judéo-chrétien mêlé. Certes, les juifs et les chrétiens vivent ensemble, mais ils ne peuvent pas être propriétaires, ils ne sont que locataires. Donc oui, carrière, caille, caillé, ça vient, c'est le terme qui veut dire rue dans les différents vocables, en occitan, en provençal, en espagnol. Et c'est une petite artère avec des ruelles avoisinantes. Et ce judaïsme-là est regroupé autour de la synagogue. Alors justement, j'aimerais que, puisque on a parlé de la période phase, vous avez un petit peu évoqué ces périodes d'expulsion, j'aimerais que vous nous parliez de ces périodes d'expulsion, de savoir comment elles ont été décidées, comment les Juifs sont partis, comment ils sont revenus. Enfin, ça pose tout des tonnes de questions. Absolument. Il y a eu des expulsions qui ont été décidées par les monarques français, c'est-à-dire une tergiversation des rois qui hésitent entre les expulsions et les rappels. Sous quel titre ? On veut faire entrer des sous dans les caisses de l'État, pour des motifs aussi religieux. Les monarques français, à mesure qu'on s'approche de la fin, et l'Église, à mesure qu'on s'approche de la fin du Moyen-Âge, deviennent anti-juifs. On est dans l'anti-judaïsme, là. Anti-judaïsme chrétien médiéval. Le juif est démonisé, stigmatisé. Le vrai Israël, c'est l'Église. Elle le représente dans la pierre. Si vous allez à Béziers, vous verrez sur le fronton de la cathédrale Saint-Nazaire, la représentation de deux femmes, l'une au poraltier triomphant, c'est l'Ecclésia, l'autre voûtée, les yeux bandés, et à Strasbourg on a le sceptre brisé. La synagogue aveugle de la vérité chrétienne. Et donc, effectivement, dans le haut Moyen-Âge, l'Église est moins anti-juive. Elle veut voir peut-être que Jésus, Marie et les apôtres sont juifs, et que Jésus était rabbin. Là, c'est marqué sur la croix, Inri, Jesus Nazaratis, Rex Iudeo. Mais à mesure qu'on s'approche de la fin du Moyen-Âge, elle préfère voir en les Juifs Judas. Bon, c'est une affaire entre Juifs. Si Jésus revenait, il irait à la synagogue, puisqu'il était rabbin. C'est la faute à saint Paul, à Saül de Tarse. Loin de moi l'idée de réhabiliter Jésus ou de faire du syncrétisme, mais bien préciser les choses, parce que, effectivement, au cours de l'histoire, l'Église a frappé d'infamie les Juifs dans le vêtement dans l'habitat, en voulant voir en Judas le futur juif, et en Jésus le futur chrétien. Mais c'est anachronique là aussi. Et les Juifs ont souffert, ont payé un lourd tribut pour un crime non commis par eux, et même par leurs ancêtres, puisque ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus. Bref, c'est cet anti-judaïsme chrétien médiéval qui a pavé le chemin d'Auschwitz, même si la Shoah n'a rien de religieux. Hitler abhorrait, détestait les religions. Et un peu comme Voltaire un peu plus haut dans le temps, et au premier chef, l'antériorité, le premier monothéisme, le judaïsme. Donc, l'Église, à la fin du Moyen-Âge, est anti-juive, anti tout ce qui n'est pas catholique. Anti-cathare, la croisade des Albigeois par Simon de Montfort. Elle sera plus tard, mais il n'y a plus de juifs dans le royaume de France, anti-protestante, guerre de religion. Mais effectivement, les expulsions ont pour but de faire entrer des deniers dans les caisses royales. Mais c'est un paradoxe. C'est une politique à double vitesse de l'Église. Parce que c'est comme en amour, la passion. Je t'aime, je te hais. Par exemple, à Montpellier, l'évêque de Maglone va protéger ses juifs, parce que Jésus, mais va les persécuter aussi, parce que Judas. Donc au moment de la Semaine Sainte, qui correspond à la crucifixion de Jésus, le dernier repas du Christ, c'est d'ailleurs un juif qui célèbre Pessah. Et donc, effectivement, il y a souvent eu, et ma mère a beaucoup travaillé dans les spécialistes des juifs de Provence à la fin du Moyen-Âge, Aix-Marseille, surtout Aix. Elle a travaillé dans les registres de notaires, les contrats notariés, et souvent les juifs étaient victimes d'émeutes. On ne pas employer le terme de pogrom qui est anachronique, le terme est du 19e siècle, et puis cette notion
raciales, socio-économico-politiques. Or là, dans le Moyen-Âge, c'est des griefs religieux. Il y avait des émeutes anti-juives. Et effectivement, au moment, souvent, des fêtes pascales qui correspondent historiquement à la mise en croix de Jésus de Nazareth. Alors, justement, j'étais surprise par les gens qui rentraient. Donc, les samedis, alors quand il y a ces expulsions, où vont les Juifs? En 1306, la première expulsion des Juifs du Royaume de France, ils vont essentiellement dans la péninsule ibérique, en Espagne et au Portugal, surtout en Catalogne, où là, ils auront un sursis de presque 2 siècles, 1306-1492, expulsés par Isabelle et Ferdinand. Ils vont aussi au Portugal, donc une histoire semblable par certains côtés et différente par d'autres. Et lors de la dernière expulsion par Charles VI en 1394, ils vont essentiellement dans le comté de Messin, dans le comté de Provence, où là ils seront expulsés en 1501, après le rattachement de la Provence au royaume. Et dans le comté de Messin, essentiellement, ils resteront jusqu'à la Révolution, puisque c'est pas la France, hein, c'est le pape d'Avignon, c'est une enclave pontificale indépendante du royaume de France, où là, on pourra parler de ghetto, même bon, le terme est impropre parce que c'est l'Italie, mais c'est des quartiers fermés à double tour, où ils n'ont pas les mêmes possibilités d'évoluer, de réfléchir, d'œuvrer, comme en Languedoc passé, où il y avait de grands intellectuels. Là, c'est des petits métiers, et donc ils sont soumis effectivement au bon vouloir du souverain pontife avignonnais. Mais ils seront très attachés dans le comté messin à travers les siècles à cette histoire, et beaucoup sont de souche donc languedocienne, on le voit même dans la patronymie, Millau, Lunel, c'est dans le Gard, et ils seront tellement attachés à leur identité qu'au moment du rattachement du comté de Provence au Royaume de France, enfin à la Révolution, eh bien, ils garderont pour certains leur signe distinctif dans le vêtement, parce que c'était leur panoplie, leur identité. Et cette histoire est singulière. Il n'y en a pas deux comme ça dans l'histoire du judaïsme diasporique. Et une identité forte. Ils se sont concentrés essentiellement dans 4 villes du comté messin, aujourd'hui c'est donc la Provence, Avignon, Cavaillon, Carpentras et l'Île-sur-la-Sorgue. Et ils se feront appeler les Juifs du pape. On parlera d'eux au travers des Arba Kehilot, les 4 villes saintes du judaïsme, un clin d'œil aux Arba Kehilot du judaïsme biblique. Jérusalem, Yerushalayim, Hébron, Hévron, Safed, Sfat et Tibériade, d'ailleurs jumelé avec Montpellier, Avignon, Carpentras, Cavaillon et l'île sur la Sorgue. C'est les Juifs du comtat. Donc en 1306, les Juifs languedociens vont en Espagne où la plupart seront expulsés, une minorité se convertira au christianisme, les plus nantis, les plus notables pensant plus ou moins naïvement retourner à la foi de leur père une fois la conversion passée, donc les sorts de Maran. Et la plupart donc prendront le chemin de l'exil en 1492 lors de l'expulsion des Juifs d'Espagne et ils iront dans tout le bassin méditerranéen. Donc 1306, ils vont en Espagne, 1394 dans le comté de Messin. Alors je vais faire une petite parenthèse, Michael. Vous avez parlé tout à l'heure, quand on parlait des chrétiens, d'antijudaïsme et de représentation qu'on pouvait voir sur certaines façades, et ça me fait penser à... J'avais regardé une émission sur Arte, justement, il y a un nom spécifique que je ne connais pas, je vous avoue, sur ces moulures représentant le juif, que l'on peut voir, où j'étais hyper choquée, à l'heure actuelle, même encore en Alsace ou ailleurs, dans certaines églises, où on représente le juif comme un animal, avec des crocs, alors le diable, etc. À mesure que l'on va à la fin du Moyen-Âge, le juif est démonisé. Et c'est faux, c'est qu'elles existent encore. Diabolisé. Alors que plus haut dans le haut Moyen-Âge, non. D'ailleurs, la représentation de synagoga, oui. La femme juive n'est pas représentée sous des traits disgracieux, comme c'est le cas de ce que vous avez décrit. Mais elle a les yeux bandés. On a des représentations des Hébreux au moment de l'histoire de Moïse sur le fronton de l'église, je crois, Saint-Trophime d'Arles. Voilà, il n'y a rien non plus de choquant. Mais à la fin du Moyen-Âge, oui, le juif est diabolisé. La notion de juif perfide va apparaître avec le temps.
Il y a des accusations de meurtre rituel, d'empoisonnement de puits. L'anti-judaïsme va crescendo. Et elle va représenter effectivement, oui, ce représentant, je fais un pléonasme de la loi mosaïque, sous des traits diaboliques, absolument. Alors, vous êtes historien, Michael Iancu. Alors, j'imagine que pour reconstituer toute cette histoire, d'une part, vous vous basez sur des vestiges retrouvés. J'aimerais bien qu'on en parle de ces vestiges, parce qu'il y en a pléthore, il y en a partout. Et j'aimerais bien savoir aussi quelles sont les autres sources. J'imagine qu'il doit y avoir des archives, des écrits retrouvés, parce que c'est vraiment passionnant. Et au niveau des vestiges, là, tous les ans, d'ailleurs, on va d'ailleurs en organiser un à la rentrée, des voyages qui vous emmènent dans les mikvés, etc. Quel a été le premier vestige retrouvé? C'est difficile à dire. En tout cas, un des premiers. Oui. Je vous ai posé plusieurs en une. Oui, absolument. Bon, les emplacements des quartiers juifs étaient connus des érudits locaux, de grands historiens, de grands archéologues. Donc les judaïcités étaient connues. Les Américains, les historiens juifs américains, tous ashkénazes, avaient beaucoup travaillé sur cette Provincia Judaica, Gallia Judaica, ou Germania Judaica. Et donc après, il aura fallu effectivement la volonté de certains habitants sur place, des comités d'histoire, des historiens de passage, qui ont su fédérer des énergies avec les municipalités pour retrouver des vestiges. Et par exemple, à Montpellier, on a retrouvé dans les années 80 l'un des plus anciens mikvaot, l'un des plus anciens bas-rituels juifs. Il est daté du XIIe siècle. Il a été édifié par des architectes chrétiens à la demande de la communauté juive, ce qui montre l'interpénétration culturelle et religieuse entre les frères aînés monothéistes à l'époque, Montpellier, ville tolérante. Il remplit, c'est le cas de le dire, les normes requises par la loi juive. Il est licite, il est cachère, il a échappé aux rugosités du temps, et il a été retrouvé parce qu'il y avait des historiens et des archéologues curieux qui se sont penchés dans les archives latines chrétiennes et qui ont vu la mention de la maison des Juifs, de l'école des Juifs, de la Domus Coleio, de la Scola Iudeo. Ils sont allés voir le maire de l'époque, Georges Frêche, qui a accepté d'enclencher un processus pour peut-être plus rien trouver. Et donc, c'est ainsi que le mikvé de Montpellier, par exemple, a été retrouvé au début des années 80. C'est l'un des deux plus anciens monuments religieux de la ville, bijou de l'art roman, et deuxième vestige, deuxième patrimoine le plus visité lors des journées patrimoine, après l'Arc de Triomphe. Donc c'est vraiment une fierté non seulement pour la communauté juive, mais il a échappé à la communauté juive, maintenant c'est le mikvé des Montpellier. Et en cela, on voit effectivement que les mentalités évoluent tout de même s'il y a un retour de l'antisémitisme. On recherche les racines juives de l'Europe, de l'Euroméditerranée. Les chrétiens se penchent sur ce riche passé. Et ici et là, vous avez une rue des Juifs, par exemple à Vauvert, et vraisemblablement que l'académie du Rabbi Abraham Ben David et de son fils Isaac l'Aveugle, à qui l'on doit les premiers documents kabbalistiques de l'histoire de l'humanité, émanent donc de cette académie et qui devait se trouver dans cette rue des Juifs. À Lunel, ville de Talmud, Benjamin Tudel parle dans son Sefer Nassau des Chachmei Lunel, des Chachamim de Lunel. Le Moré Nevochim a été traduit par le fils Thibon, achevé d'être traduit à l'année même de la mort de Maïmonide en 1204. On a effectivement des restes synagogaux, des emplacements de rues, des mikvaot ou des restes de mikvé. Montpellier a acquis un marzor, un recueil liturgique pour les grandes fêtes de Tishri, qui a été écrit d'ailleurs par des scribes juifs au moment de l'exil de leur corps religionnaire dans le comte Avenessin, fin 14e, fin 14e, début 15e. C'est ça. Donc effectivement, on a des traces tangibles. Je ne sais pas si on en a plus qu'en Languedoc, peut-être, mais en tout cas, et c'est ce qu'on abordera tout à l'heure, c'est la spécificité du judaïsme occitan, la gloire du judaïsme occitan, c'est effectivement le fait que la transmission du savoir s'est opérée essentiellement
dans cette région d'Euro-Méditerranée. On parle beaucoup du Moyen-Âge avec des côtés sombres, mais il y a aussi des côtés éclairés, et les Juifs ont joué un rôle prééminent dans le fait d'avoir véhiculé la philosophie aristotélicienne, la médecine arabe médiévale, la médecine judéo-arabe médiévale. Donc à Montpellier, nous avons un mikvé et un marzor, et récemment un manuscrit de Yosef Natana Cohen, un dirigeant communautaire lunélois qui a suggéré le nom du fils Thibon pour traduire l'œuvre phare de Magnoni, l'Opus Magnum, le Morénévourim, le guide des perplexes, guide des égarés. Nous avons la rue des Juifs à Vauvert. Nous avons l'emplacement du quartier juif lunélois, à Lunel, Nouvelle-Jéricho, peut-être ville fondée par des Hébreux, c'est la légende. En tout cas, 20% de la population lunéloise était de souche hébraïque au Moyen-Âge. On a une synagogue médiévale à Mende, en Lozère. L'emplacement des quartiers juifs à Béziers, dans la partie archiépiscopale, le bourg Saint-Félix. Narbonne, les assises du judaïsme français, quelque part, sont à chercher entre Arles et Narbonne. Les plus anciennes traces du judaïsme français, ce n'est pas l'Alsace-Lorraine, Madame la Présidente, même si c'est le judaïsme peut-être le plus riche historiquement, et il remonte très haut dans le temps aussi, mais l'ancienneté du judaïsme en France, c'est notre région Provence-Languedoc. Oui, on n'a jamais dit. Voilà. Effectivement, parce qu'on a découvert dans les années 60 au plan d'Orgon une lampe à huile. La lampe à huile, la fameuse. Ouais. Donc c'est chez nous, c'est en Provence que l'on a découvert effectivement, je dis chez nous parce que je suis né entre Aix et Marseille, qu'on a découvert à Gardanne. À Gardanne. Et j'ai grandi à Aix, entre Aix et Marseille. Voilà. Donc effectivement, c'est ici que l'on a découvert le plus ancien vestige d'une présence juive, qui est daté du 1er siècle de notre ère, siècle crucial pour le peuple juif, puisque c'est la chute du second temple de Jérusalem et le début de la dispersion de la diaspora. Et pour le Languedoc-Roussillon, c'est la pierre tombale de Narbonne du 7e siècle, qui désigne une inhumation précipitée de 3 défunts, les enfants de Paragorus. C'est un texte à épigraphie latine qui se termine par 3 mots hébreux, Shalom à Israël. Voilà, donc à Béziers, on a aussi la pierre d'Olotte. On a une deuxième pierre perceptible dans une maison de prière chrétienne, peut-être dans la cathédrale Saint-Nazaire. Donc il y a les pierres de Béziers, un présumé mikvé à Perpignan, et puis on a des traces... Pourquoi présumé Alors, quand on dit présumé, c'est parce qu'il manque des preuves scientifiques, des matériaux on n'est pas sûr tangibles. que ce soit ça. Voilà. Il y a un présumé mikvé aussi, par exemple, au château du Teillan, dans le Gard, entre Montpellier et Nîmes. C'est une copie conforme de celui de Montpellier, mais aucun document n'en parle. Mais quand on sait qu'aux alentours, il y avait des communautés juives, d'après les documents archivistiques, la littérature rabbinique ou les archives latines chrétiennes, voilà, aux alentours, il y avait des juifs à Saint-Gilles, à Lunel, à Vauvert, la ville de Caval, à Marcillargues. Donc peut-être c'était un juif, un notable, un juif riche, fortuné, qui s'est fait construire un mikvé, parce qu'il y a des escaliers qui mènent au bain, il y a une salle vestiaire, il y a 7 marches, il y a un bassin qui correspond aux 40 CA bibliques, la quantité d'eau requise pour certifier la cache-route du mikvé, la licéité du lieu. Donc voilà. Alors on peut jouer à Indiana Jones grâce aux archives latines chrétiennes. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On voudrait presque en voir un film, une série. Grâce aux archives latines chrétiennes et grâce à la littérature rabbinique. Alors, vous avez devancé ma question et justement, j'allais y venir sur cette période faste avec cette... Est-ce que vous pouvez parler de cette période faste, de cette communauté juive, de cette on va dire... il y avait une énorme activité intellectuelle et culturelle, énorme et foisonnante. Mettez-nous l'accent dessus. Vous avez raison, Karine. Quand on pense à la brillance du judaïsme médiéval, Sérachi de Troyes, bon, c'est vrai, Sérachi de Troyes, on lui doit un alphabet, c'était un juif champenois prestigieux, la Poste a d'ailleurs réalisé un timbre à son effigie, c'est une fierté hexagonale. Bon, au Moyen-Âge, c'est Tsarfat, c'est la France du Nord, ici c'est provincial, la Provence-Languedoc, et on a d'autres chachamim. On a d'autres érudits, on a d'autres savants, on a de doctes savants, des cénacles de savants hébraïsants, arabisants, hellénisants, latinisants, qui ont mis donc à profit des collectivités locales de leur potentialité. Apport à la science du judaïsme. Pourquoi sans chauvinisme aucun, le judaïsme occitan est beau et brillant? Parce que c'est la transmission du savoir. Apport à la science du judaïsme, Talmud. À Lunel, nous avons
de grands rabbins. C'est vrai, certes, judéo-centrés, mais qui vont apporter énormément aux commentaires de la parole sinaïtique, de la parole révélée, avec le Talmud, les Chachmei Lunel. C'est pour ça qu'on a régulièrement des juifs pieux américains ou israéliens qui posent leur valise à Lunel, espérant retrouver des vestiges. Bon, il n'y a plus grand-chose, mais on a fait, avec la municipalité et l'Institut Maïmonide, a posé un totem au début des années 2000 pour rappeler cette riche histoire, en tout cas pour le passant, pour le grand public. Apport à la science du judaïsme d'un point de vue talmudique dans la ville de Lunel. Apport important à la science du judaïsme d'un point de vue mystique, kabbalistique, à Vauvert. Pourquoi le Languedoc est une terre de Kabbale? Pourquoi Vauvert est une ville de Kabbale, qui s'appelait au Moyen-Âge Posquière? Parce que si les origines sont à chercher dans l'Israël antique, biblique, la Kabbalah, le mysticisme juif, les Kabbales en hébreu réception, eh bien, le XIIe siècle est un siècle de renaissance dans les milieux chrétiens. Et pour Moshe Hidel, professeur à l'université hébraïque de Jérusalem, qui est le plus grand savant en matière de recherche kabbalistique depuis... il y a Charles Mopsic maintenant, ou Julien Darmon pour la nouvelle génération, mais c'est l'un des plus grands savants depuis Gershom Scholem, professeur à l'université hébraïque de Jérusalem. Si le Languedoc et Vauvert particulièrement sont des terres kabbalistiques, c'est parce qu'au XIIe siècle, un siècle de renaissance dans les milieux chrétiens, les Juifs ne veulent pas être en reste et consignent eux aussi, noir sur blanc, leur tradition ancienne. C'est une transmission orale. Et donc là, on la couche par écrit sur parchemin. Donc les premiers documents émanent au XIIe siècle de l'Académie du Rabbad, acronyme de Rabbi Avraham Ben David, et de son fils Isaac l'aveugle. Voilà, les premiers documents kabbalistiques de l'histoire émanent du Languedoc au Moyen-Âge. Après, elle va fleurir en terre espagnole, dans la péninsule ibérique, puis avec le jeu des expulsions, en terre d'Israël, en terre sainte, et on pense à Yitzhak Luria notamment, qui va effectivement, avec dans la Terre sainte des kabbalistes, un petit livre remarquable de vulgarisation du professeur Gérard Naon, on voit que la Kabbale fleurit, ensuite se développe en Terre sainte. Donc ici, véritablement, notre Occitania Judaïca a joué un rôle important dans la transmission de sciences juives, Talmud et Kabbale, mais aussi de sciences exactes. Je le disais tout à l'heure plusieurs fois, les Juifs ont véhiculé toute la philosophie aristotélicienne, la médecine arabe médiévale, la médecine judéo-arabe. Ils étaient très intellectualisés, ils parlaient plusieurs langues, ils étaient arabisants, latinisants. Un exemple parmi d'autres, à Montpellier, nous avons le dernier du lignage Thibon, c'est une famille célèbre de souche grenadine. Yehuda, qui a une statue à Grenade d'ailleurs en Andalousie, était traducteur des œuvres de Saadia Gaon et Yehuda Levi. Il ne veut pas se convertir avec les Almohades à l'islam, il prend le chemin de l'exil, et lui, il ne va pas comme la famille Maïmonide à Fès puis à Cordoue, mais il s'installe à Lunel. Le rabbin de la communauté, Meshulam, et Yosef Nathan Cohen, un autre dirigeant communautaire, désigne son fils, Samuel, pour traduire le guide des perplexes de Maïmonide. Et là, ça, je vous l'ai déjà dit. Mais le dernier du lignage Thibon, c'est 4 générations de savants, était médecin. Il s'appelait, en occitan, Don Profiat, en latin, Profasius Judeus, et en hébreu, et arabe, c'est pareil, presque, Jacob ben Makir ben Thibon. Jacob ibn Makir en arabe, ibn Thibon. Jacob, fils de Makir, lui-même fils de Thibon. Thibon en arabe veut dire la paille. Vous savez que nous autres juifs, nous n'avons pas de nom, puisqu'on est désigné par l'ascendant. C'est beau d'ailleurs, un tel fils d'un tel, une telle fils d'une telle. Donc on a, au travers de notre errance diasporique, emprunté les noms de localités, de métiers. M. Einstein, peut-être que son ancien travaillait la pierre, M. Bédaride ou M. Carcassonne, on sait d'où ils viennent, voilà, etc. Donc, effectivement, le dernier du lignage Thibon travaille avec son confrère chrétien Armand Goblaise, neveu d'Arnaud de Villeneuve, à la faculté de Montpellier, et ils s'échangent des recettes médicinales pour soigner les maux de rein par l'application du signe zodiacal du lion. Et ils traduisent, on est avant l'imprimerie, donc c'est long de traduire, de copier un livre. Eh bien, le juif, qui connaît les langues sémitiques, traduit de l'arabe et de l'hébreu à l'occitan,
Le chrétien qui ne connaît pas les langues sémitiques mais le latin, et le juif ne connaît pas le latin, traduit de l'occitan au latin. Ainsi, par le truchement de la langue vernaculaire, de la langue du cru, de l'occitan ou du provençal, on a le passage d'œuvres fondamentales vers le latin. Donc les juifs ont joué un rôle important dans la science du judaïsme, surtout, dans les sciences exactes, surtout à Montpellier. Si l'on ne devait retenir qu'une seule chose de l'apport montpelliérain, ça serait la philologie et la médecine. Et si Montpellier est ce qu'elle est aujourd'hui, elle le doit en grande partie à sa faculté de médecine, et donc c'est son école de médecine médiévale, et à l'origine c'est des rencontres judéo-chrétiennes autour du lait gréco-arabe. Montpellier était une petite Cordoue, en exagérant un peu. Des rencontres judéo-chrétiennes autour de l'héritage gréco-arabe. Et sur le fronton de la fac de médecine de Montpellier, vous avez le nom des premiers médecins montpelliérains, dont bon nombre sont juifs, Shemtov Ben Yitzhak, Ricard Senior, Meshulam, et sans doute que pour la période contemporaine, quand les juifs seront persécutés par les nazis et le régime d'État français de Vichy, deux professeurs de médecine chrétiens contourneront le numerus clausus et permettront à des étudiants de passer les examens d'être médecins. Peut-être avait-il dans le rétroviseur de l'histoire le rôle joué par les juifs en matière médicale à Montpellier. Donc, ils jouent un rôle important dans les traditions, en matière philologique et en matière médicale. Donc, c'est une effervescence intellectuelle éclatante, apport à la science du judaïsme, apport aux sciences exactes. Alors, Michael, je reviens dans ce hors-série que j'ai pu lire. D'ailleurs, on peut se le procurer, j'imagine, encore ou pas du tout, oui. Absolument. Ça a été fait en partenariat avec Midi Libre. Avec Midi Libre. Alors, il n'est plus maintenant publié, puisqu'il a été publié pendant 1-2 ans. Oui, il y a 2 ans. Mais on peut le trouver, je dirais comment à la fin, par le biais, effectivement, de l'Association culturelle israélienne de Montpellier, voilà. La communauté juive. Parce qu'il est riche en enseignement, et vous êtes allé très loin. Et c'est pour ça que, dans l'introduction, je parlais de la présence du passé, parce que quand vous nous avez parlé tout à l'heure de vestiges, on parlait bien sûr des vestiments, mais il y a certaines qu'on oublie, et vous en parlez dedans, comme des camps de Riversalt, qui sont aussi finalement un côté sombre de l'histoire de l'Occitanie, mais qui a avancé. Et je trouvais que c'était super intéressant que vous alliez plus proche dans le contemporain, et on en reparlera aussi tout à l'heure, puisqu'il faut savoir quand même que ce hors-série a été diffusé dans les écoles, dans le milieu scolaire, etc. Donc ça permet un petit peu, je vais dire, de raccrocher les jeunes sur des périodes belles, des Juifs d'Occitanie, mais sur aussi certains dangers. Je voudrais que vous nous parliez aussi de tout ce que vous avez découvert donc dans le sud. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des camps dans le sud. Oui, on a brossé sur la longue durée. Bon, il y a une césure, une absence de juifs du 14e à la Révolution française. Ouais. La France est le premier pays à les expulser, ces juifs, le premier pays à les émanciper avec la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Premier pays d'Europe, deuxième après les États-Unis d'Amérique. Bon. Et donc les Juifs vont s'intégrer en France au courant du 19e et le siècle d'intégration des Juifs dans la société française par le biais des études, du droit, des lettres, de la médecine ou de l'agronomie, par exemple, à Montpellier. Et effectivement, les Juifs vont jouer un rôle important d'un point de vue académique et politique. Et il y aura des retours en arrière avec l'affaire Dreyfus et le régime d'État français de Vichy. Donc cette histoire est assez ensoleillée des Juifs occitans, même pour la période contemporaine, malgré effectivement des heures sombres que l'on n'a pas éludées, avec Roger Torgman et avec ça a été aussi une terre de refuge, ça il faut le dire, on le dira. Parce qu'il y a eu le camp d'Agde, qui était un camp de l'anti-France, pour reprendre les termes de Serge Klarsfeld, souvent oublié sur la carte du Tour de France de la mémoire, mais il y a eu un camp édifié pour des réfugiés de la guerre civile espagnole qui a accueilli des populations juives pour un total maximum de jusqu'à 3000 individus pour 6000 internés. Il y avait des démobilisés tchécoslovaques, travailleurs indochinois, population tzigane, résistants. Il n'existe plus aujourd'hui, il n'y a qu'une plaque qui rappelle ces événements devant un établissement scolaire, un collège René Cassin, Montpellier Innocent René Cassin, et qui rappelle notamment l'action de Sabina Zlatine
parce que Salinas Latine et les enfants d'Isieux, c'est une histoire surtout languedocienne. On en parlera peut-être dans le débat. L'histoire a retenu l'épilogue d'Isieux dans l'Ain, mais les 3/4 de la guerre, ils les ont passés dans l'Hérault. C'était la colonie des enfants réfugiés de l'Hérault entre Palavas-les-Flots et Campestre. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc oui, on a traité du Cantal. On a parlé aussi d'une histoire sombre et porteuse d'espoir avec les Odus. Oui, après il y a le passage à 7, mais avant le passage à 7, oui. ça a été aussi... on a parlé d'Agde, du Récébédou. Voilà. Ça a été aussi une terre de refuge, avec les protestants. Voilà, d'abord c'était en zone, j'allais dire libre, je préfère employer le terme de zone non occupée, parce que c'est relatif pour la liberté, mais c'était différent après la ligne de démarcation. Et les Juifs auront un petit sursis, un répit tout relatif avant le passage en zone occupée. Mais en tout cas, il y a les lois ariennes, etc. Donc, beaucoup, effectivement, de Juifs parmi les nations, de Chassidé Yomot HaOlam, parce qu'il y a beaucoup de protestants dans les Cévennes qui ont caché des Juifs, avec l'appel du pasteur Bugner, parce que aussi les affinités électives au niveau monothéiste, et parce que effectivement, ils avaient aussi en mémoire les persécutions de leurs frères aînés catholiques lors des guerres de religion. Ce qui explique pourquoi beaucoup de protestants ont caché les juifs, mais il y a eu d'autres genres d'églises, des catholiques, malgré le silence de Pie II d'un point de vue général. Il y a eu ici et là des gens d'église qui ont sauvé, qui ont caché. À Montpellier, par exemple, le père Paul Parguel de la paroisse Sainte-Bernadette ou l'abbé Prévost. On peut passer à Monseigneur Saliège pour Toulouse. Voilà, donc même dans des temps obscurs, il y a eu des événements porteurs d'espoir, et c'est ce que j'avais montré dans ma thèse de doctorat sur Vichy et les Juifs, l'exemple de l'Hérault. L'échec partiel de l'arabe des Juifs de l'Hérault du 26 août 42, où sur 1010 Juifs qui devaient être raflés, uniquement 419 le furent, le nombre important de Chassidé et Motaola. Également l'attitude remarquable de la préfecture héroltaise, le préfet délégué Benedetti, Camille Ernst et Friedrichi, qui ont contourné effectivement l'arsenal législatif répressif vichiste et qui ont permis à des juifs de se sauver. Alors, c'était des contre-exemples fabuleux de Maurice Papon. Maurice Papon, lors de son procès, a dit « j'étais aux ordres, j'étais obligé de... » Ben non. Il y a eu à Vichy des contre-exemples, on pouvait désobéir. Et c'est intéressant d'ailleurs d'affirmer, de dire que tout n'était pas blanc ou noir, manichéen pendant la guerre. Tout était gris. Il y a eu de l'antisémitisme dans la résistance. C'était une opinion communément partagée, jusqu'à Vatican II, l'antisémitisme en Europe. Et il y a eu des fonctionnaires aussi vichistes courageux qui se sont rappelés à leur humanité et qui ont sauvé les Juifs. Alors ça fait pratiquement 1 heure que l'on converse tous les deux, et moi j'aime bien que ce soit interactif, que les gens puissent vous poser des questions. Donc juste avant de vous céder la parole, parce que vous êtes là aussi, parce que je sais que vous aimez beaucoup Michael Yankou, que vous le connaissez, que vous avez des questions à lui poser. Moi je terminerai sur ce hors-série en vous demandant l'objectif d'un tel hors-série sur les Juifs d'Occitanie. Je le disais tout à l'heure, de le mettre dans les collèges, dans les lycées, etc. C'est d'une part pour vulgariser, ou ça aide aussi, on en parlait tout à l'heure, finalement, mieux se faire connaître, c'est aussi lutter contre l'antisémitisme. Absolument. Et ça, il faut rendre hommage à Roger Torgman, qui était vice-président de la communauté, qui est maintenant vice-président de l'Institut Maïbuni, qui a souhaité que ce soit diffusé à la nouvelle génération. Quand on voit les dégâts sur les réseaux sociaux, sur YouTube, d'un certain humoriste dont je tairai le nom, qui fait plus pleurer que rire d'ailleurs, c'est la nouvelle génération qu'il faut sauver, parce qu'après, je ne dis pas que tout est foutu. Là, je suis en désaccord, mais qui suis-je pour l'affirmer en me comparant à celui qui a affirmé que l'antisémitisme était une maladie héréditaire, contagieuse et incurable? Je ne pense pas que ce soit incurable. C'était Léo Pinsker, ce grand penseur sioniste. On peut évoluer et on peut un jour laisser tomber l'anti-judaïsme, l'antisémitisme et devenir, non pas philosémite, mais voilà. Mais effectivement, voilà, il faut transmettre à la nouvelle génération et il faut rendre hommage donc à Roger et également à Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. Oui, qui vous a suivi sur ce projet. Qui a accepté que ce soit diffusé dans les collèges et lycées. Et voilà, c'est très important que la jeunesse ait d'abord une connaissance de sa propre histoire, parce que c'est une histoire commune, pas l'histoire des Juifs, c'est l'histoire de l'Occitanie.
Et effectivement, c'est un moyen, comme le disait Karine, de lutter contre l'antisémitisme qui ressurgit. On a la même chose effectivement donc à Montpellier, où on a un maire ami de la communauté juive d'Israël, qui vient de rentrer d'Israël, où il y a eu une convention, une consistoire, et qui fait montre d'un philosémitisme certain. D'abord, il est historien, donc il sait ce que la ville doit au judaïsme et inversement, et qui œuvre de manière importante, effectivement, pour la valorisation du patrimoine montpelliérain et occitan hébraïque. Merci beaucoup, Michael. Alors j'imagine qu'il y a des questions.